téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à Paris, au Presse Club de Paris-Montparnasse. Bien sûr, nous sommes le samedi 28, demain, 1er mars. Aujourd'hui, cet après-midi, vous avez une conférence de presse, une rencontre avec la diaspora, au regard de ce qui s'est passé en RDC, également le dernier voyage que vous venez d'effectuer aux États-Unis. Vous êtes un peu souffrant, mais vous êtes là pour répondre à nos questions et aussi dire aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé réellement à Kinshasa, parce que vous avez l'image, la planimétrie de ce qui s'est réellement passé, et aussi ces bruits de couloirs qui courent ici et là en vous accusant de mots qui ne sont pas les vôtres. Alors on va les savoir tout de suite. Comment ça va? Mais très bien, ça va très bien. Donc je reviens d'un voyage des États-Unis et maintenant je suis en Europe depuis mercredi et voilà, j'ai animé une rencontre, une conférence débat hier à Bruxelles avec les compatriotes de Bruxelles. J'étais à Bruxelles, j'ai vu certains députés européens, j'ai vu les gens de l'administration belge, notamment le département Afrique des Affaires étrangères et tant d'autres. On reviendra certainement dans les questions et je vous dirai ce que j'ai fait aux États-Unis aussi. Alors, commençons, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Vous avez un timing assez chargé aujourd'hui. Comme je dis, à 14h, vous devez recevoir la diaspora congolaise de Paris. Les gens viennent de partout pour vous écouter. Écoutez, je commence tout de suite. Qu'est-ce que cette histoire d'accusation autour de votre voyage aux États-Unis? Avec l'histoire de Franck Diongo, bien entendu. Mais cher ami Bongos, vous posez la question. Il faut poser la question à l'auteur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Attendez, moi je ne suis pas là pour des petites choses. Moi je ne suis pas là pour des polémiques. Moi je suis là pour des grandes choses, pour élever le Congo. Parlons du Congo, ne parlons pas de moi. Mais qu'est-ce que cela veut dire aller assister dans un petit déjeuner des prières? Ok, on va pour prier, on va pour discuter avec les gens. Et je ne vois pas, comment voulez-vous que vous êtes avec quelqu'un qui vous appelle tout le temps Ndeko, Ndeko. Mais j'étais avec Franck Diongo aux États-Unis sans problème. Il est parti au Canada, il m'a appelé, il m'a dit voici mon numéro de Canada, Ndeko. Mais alors, je ne comprends absolument rien de tout ça. S'il y avait un problème, il m'appelle Ndeko. Pourquoi il ne m'a pas dit Ndeko? Pourquoi il ne m'a pas dit ça? Non, écoutez, vraiment, je préfère parler des choses essentielles pour mon pays. Alors, on est en train de dire, d'aucuns disent que cette histoire viendrait, bien entendu, d'un coup monté par rapport à quelqu'un de la diaspora, que je ne vais pas citer les noms. C'est par rapport à votre envergure aujourd'hui ou quoi? Si vous le dites, en tout cas, je préfère m'occuper des choses de la République démocratique du Congo. Je vais, moi, promouvoir la marque RDC. Pas d'autres marques. S'il y a des gens qui veulent, eux, faire leur nom par rapport à Fayoulou, ça c'est leur problème. Moi, c'est la marque RDC que je suis en train de promouvoir. Mon voyage aux États-Unis, rencontrer les gens au département d'État, rencontrer les gens au Sénat américain, rencontrer les gens au Congrès américain, dans les instituts, dans les universités, parler avec la diaspora congolaise aux États-Unis, c'est pour promouvoir la RDC et pas autre chose. Pas autre chose. Alors, on va rentrer dans cette promotion. Vous avez travaillé à un moment pour la dynamique Tshisekedi président. Vous êtes venu à Paris, là j'ai organisé une conférence de presse, vous étiez en face de la diaspora des combattants à l'époque, qui était un peu très virulente, etc. Vous avez passé un oral extraordinaire. Aujourd'hui, vous revenez dans la diaspora pour rencontrer encore bis repetita cette diaspora pour une autre vision, la vision peut-être de soulèvement populaire, peut-être la vision de voir le changement immédiat au pays en RDC. Quel est votre planimétrie? Quel est votre élan politique que vous voulez mettre en place avec la diaspora ici, le pont avec la diaspora? La diaspora congolaise, ce sont les compatriotes congolais qui vivent à l'étranger. Je fais une campagne de sensibilisation depuis 2012, depuis que nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. Les Congolais étaient sceptiques. Ils n'ont pas accepté cette décision d'entrée. J'ai entrepris
une campagne de sensibilisation au Congo. Et d'abord pour expliquer pourquoi nous sommes entrés. Deuxièmement, pour dire non à la balkanisation du Congo. Ensuite, nous avons entrepris notre campagne qui avait pour thème « Touche pas à mon 220, pas de présidence à vie ». Nous avons expliqué ça aux Congolais. Donc il ne fallait pas toucher la Constitution. Et ensuite encore, nous sommes arrivés à cette campagne « Malou Malou dégage ». Il y a une pétition qui a été signée par plusieurs milliers de Congolais. Et enfin, nous avons organisé la campagne « Peuple congolais ». L'heure a sonné, réveille-toi. Voilà la campagne de sensibilisation et nous avons mis à nu la complicité du gouvernement congolais avec l'M23 et nous avons sensibilisé au Congo et nous sommes venus ici pour expliquer à nos compatriotes tout cela. Voilà l'objet de ma visite ici et ensuite leur dire ce qui s'est passé cette semaine du 19 au 25. J'allais poser la question. Alors, la semaine du 19 au 25, il y a eu un massacre, un carnage où les tirs ont été tirés à tir tendu contre la population congolaise. C'est que le président de l'Assemblée nationale disait que c'est si on veut, une forme de bavure. C'est une bavure malheureuse. Est-ce que vous pouvez penser qu'un président de l'Assemblée nationale puisse dire que c'est une bavure par rapport à cette affaire? Non, c'est pas une bavure. Après avoir tué 147 personnes. C'est pas une bavure malheureuse, c'est prémédité. Mais s'il dit que là c'était une bavure malheureuse, et les 11 janvier, quand nous avons organisé notre meeting de Sauvons la RDC, ils ont tiré à balles réelles. Si les 11 janvier ils ont tiré, considérons que là c'est une bavure. Mais pourquoi ils ne sont pas corrigés pour que le 19, ils prennent des précautions et ne pas le faire? Non, écoutez, M. Minakou, qu'il arrête un peu de prendre les Congolais, ou en tout cas toute la communauté internationale, pour des gens qui ne comprennent rien et qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous savons qu'ils sont là. Ils sont pires que la dictature mobusienne. Nous vivons une dictature. Nous vivons une dictature, la dictature mobusienne qui continue aujourd'hui, parce qu'autour de cet homme qui est Joseph Kabila, il y a des anciens du pouvoir de 32 ans de Mobutu qui sont encore là, qui donnent la matière à cet homme. Mais aujourd'hui, vous avez fait reculer ces régimes, avec cette modification de la loi électorale, l'article 8, alinéa 3, etc. Alors, c'est une victoire pour vous ? Non, écoutez, nous n'avons pas fait modifier la loi électorale. Notre combat, c'était non au changement de la Constitution, non au... Et Kabila, finalement, et ses amis ont compris que le peuple congolais n'en voulait pas. Et deuxièmement, maintenant, Kabila, dans ses initiatives qu'il multiplie pour se pérenniser au pouvoir, il a trouvé cette affaire de recensement. Et pour, disons, faire passer la pilule, il fallait que ces recensements soient introduits dans la loi électorale. Donc, il fallait réviser la loi électorale. Nous avons dit non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que notre collègue Délice Sanga avait déjà en 2012 fait une proposition de révision de loi électorale. Ils ont pris cette loi électorale, ils ont traficoté. Et c'est Sanga dit que non, ce n'est pas ma loi, je ne la reconnais pas. Donc, je retire cette loi. Et ils ont fait, eux, une proposition avec tout ce qu'ils ont mis. Avec cet article 8, alinéa 3, que le préalable pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, c'était les recensements. Et nous, nous avons dit que non, messieurs, mesdames, il n'y a pas de révision de la loi électorale possible. Nous n'en voulons pas. Nous avons une loi électorale qui a été adoptée en 2006, révisée en juin 2011, et cette loi électorale vaut pour l'instant. Nous avons toutes les instruments, juridiques aujourd'hui pour aller aux élections. Voilà, et nous avons dit au niveau des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous ne participerons à aucune séance plénière qui aura pour objet la révision constitutionnelle. Donc, une loi que nous n'avons pas discutée, nous n'avons pas amendée. Et comment voulez-vous que nous puissions dire le fait d'avoir retiré la linéa 3 et nous sommes contents et nous sommes d'accord? Non, nous avons fait des déclarations très claires disant que
Messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, nous vous demandons le retrait pur et simple de cette loi. Voilà ce que nous avons demandé. Alors, la question, on va aller vers la fin de notre entretien parce que vous avez, comme j'ai dit, un timing très très chargé aujourd'hui. Alors, êtes-vous candidat aux élections présidentielles? Écoutez, est-ce que c'est le moment c'est les moments, il reste 22 mois. Non, les moments, ça peut, dans un pays normal, peut-être, aux États-Unis aussi, il reste quelques mois. Et non, ce que nous devons faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, il y a des préalables. Il y a des préalables, c'est des fondations que nous devons mettre en place pour être sûrs que les règles du jeu soient connues par tout le monde. Avant ces règles du jeu, ce serait difficile. Là, nous avons signé un contrat de confiance avec l'opposition. Il ne faut pas prendre des cours les autres amis avec qui nous sommes dans les regroupements. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Oui, nous avons obtenu qu'il n'y a pas changement, pas de révision de la Constitution. Mais les calendriers électoraux, nous ne connaissons pas encore les calendriers électoraux. Les amis Malou Malou et ses mentors ont surchargé inutilement, intentionnellement les calendriers, financièrement et opérationnellement. Alors, 1,1 milliard de dollars. Financé par les États-Unis? Non, les États-Unis ne financeront jamais 1,1 milliard. Ils financeront quelque chose opérationnellement. C'était qui ont donné l'impulsion par rapport à ces financements. Ils ont donné le quitus. Ils ont donné le quitus. Ils s'étaient engagés pour 30 millions. Ils ont dit qu'ils avaient donné 20 millions. Ils pourraient encore faire davantage. Aujourd'hui, la communauté internationale s'emploie pour trouver des financements, mais pas pour 1 milliard. Alors, maintenant, sur le plan opérationnel, les élections locales. On n'a jamais organisé les élections locales. Comment peut-on organiser les élections locales aujourd'hui dans ces pays sans structure? Alors, ce que nous nous disons, enlever les élections urbaines, municipales et locales, vous aurez baissé de moitié les coûts ou le budget de ces élections. Et vous aurez les temps nécessaires. Faites simplement l'opération d'enrôlement. Parce qu'avec quel fichier électoral nous allons faire ces élections? Quel fichier électoral? Donc, les fichiers électoraux corrompus de Maluma de Ngoï Mulunda, les fichiers électoraux, quand nous avons demandé l'audit du fichier électoral, on nous a tabassé comme du poisson pourri, on nous a tiré dessus, on a tué, il y a des morts, vous le savez, pour ces fichiers électoraux. Quand nous faisions avec Jacquemin Chabani et les autres, les jeudis serveurs, cette marche dans la ville de Kinshasa où on demandait que les fichiers électoraux soient audités. Nous disons, nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces fichiers électoraux corrompus. Il faut qu'on prenne 3 à 5 mois d'enrôlement. On enrôle. Pourquoi l'enrôlement? D'abord, dans les fichiers électoraux actuels, vous avez des décès, des morts, et vous avez des déplacés. 2, vous avez des jeunes gens qui vont avoir 18 ans en 2016. Qu'est-ce que vous en faites? Plus de 5 millions de jeunes gens qui vont avoir 18 ans. Et ils vont remplir leur devoir civique comment? Donc nous disons, il faut se ficher et puis aller sereinement aux élections. Aux élections. Je reviens encore par rapport à ces massacres du 19 au 25. Dites-moi, d'aucuns disent que vous avez failli un tout petit peu parce que l'UDPS n'a pas été derrière vous pour un grand soulèvement populaire. Donc, vous êtes un peu en colère contre le président de l'UDPS par rapport à cela? Non. Parce qu'il n'a pas demandé à sa base de vous suivre non, derrière la vous. base de l'UDPS était là. Mais c'est simplement la dissidence. Non, c'est pas la dissidence. L'UDPS était là. Les députés de l'UDPS étaient là et les militants de l'UDPS étaient là. Je vais vous citer des noms des gens de l'UDPS qui étaient là. Donc, non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en colère contre l'UDPS. Non, parce que le problème, c'est quoi? C'est la population qui veut le changement. Ce n'est pas un seul individu, ou 2 ou 3 ou 10. C'est la population congolaise qui s'est exprimée. La sortie massive de la population voulait dire quoi? Voulait dire simplement, monsieur Kabila, nous ne voulons pas de vous. Partez, monsieur, dégage. C'est ça que ça voulait dire. Alors, partez, dégage, l'expression Kabila dégage, ça vient de la diaspora.
Oui, ça a été en fait repris là-bas en RDC. On voit le gateway qui est créé entre le Congo et la diaspora. Quel est le message lancerez-vous à la diaspora pour que en fait, vous puissiez travailler ensemble et de voir dans quelle mesure vous pouvez combiner vos efforts afin que en 2016 soit une année d'une victoire absolue? Comme je l'ai dit partout, la diaspora a fait un travail merveilleux. La diaspora a influencé beaucoup de choses. Rappelez-vous quand le président Hollande est venu à Kinshasa pour la réunion de la francophonie, les sommets de la francophonie. Le 14e sommet de la francophonie. Et tout ça, la diaspora. Rappelez-vous ce que la diaspora a fait aux États-Unis, au département d'État et partout ailleurs. Et c'est que la diaspora continue de faire. Donc, ce que nous demandons à la diaspora, oui, créons cette unité, créons ces courants pour le changement du Congo. Et surtout, d'abord, pour créer cette unité, il faut que la diaspora puisse ici, en Occident, en Afrique, en Asie, partout. Vous êtes de la diaspora aussi, il ne faudra pas oublier. Oui, mais bien sûr, c'est pour cela. Mais c'est pour cela, je l'ai dit, il faut que la diaspora, pour se mettre ensemble. Et c'est que je recommande, si possible, de faire les états généraux de la diaspora. Les états généraux, pour arriver, messieurs, mesdames, nous ne pouvons pas tout être, nous ne pouvons pas tout faire. Ce que chacun de nous peut apporter, c'est bon. Ceux qui assisteront dans cette réunion, dans ces états généraux, représenteront les autres. Ce que nous disons, et c'est même à la conférence. Vous ne voulez pas que la diaspora soit lésée par rapport à ça, c'est pour cela d'ailleurs. On ne veut pas que la diaspora soit lésée. Ça veut dire que la diaspora a des organisations. La diaspora, s'il y a 10 millions de Congolais à l'étranger, il n'y a pas 1000 structures. Même s'il y a 1000 structures, on prend dans une structure une personne. S'il y a, mettons, 100 structures, on prend dans une structure deux personnes, 200 personnes se retrouvent et représentent chacune sa structure. Et puis là, on trouve des résolutions pertinentes pour faire avancer les choses. Voici ce que nous demandons à la diaspora, parce que nous savons que la diaspora compte beaucoup, compte doublement. Je veux dire doublement. Et doublement, c'est quoi? La diaspora, les gens travaillent ici. Ils ont leur famille nucléaire. Au lieu de satisfaire aux besoins de leur famille, ils prennent leurs revenus pour satisfaire aux besoins de ceux qui sont au Congo et qui aident le gouvernement congolais. Parce que des milliards de dollars que la diaspora congolaise envoie chaque année au Congo, ça contribue beaucoup. Et personne ne peut nier cette contribution. C'est pour cela que nous disons que, frères et sœurs de la diaspora, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour tout. Et nous voyons, parce que comment vous avez suivi ces événements du 19 au 25, et comment vous avez été meurtris, et comment vous nous avez appelés, et comment vous nous avez réconfortés. Et nous disons, continuons, et c'est pour cela, moi, c'était de mon devoir de venir en Occident pour discuter avec vous, faire le compte rendu, échanger et avoir vos recommandations. Je vais rentrer au Congo et nous allons continuer le combat. Le combat continue. On voit ce que Martin Fayulu est venu faire dans la diaspora, respecter la diaspora. Il est issu de la diaspora. Il connaît le prérogative, connaît aussi les besoins, les envies de cette diaspora. Il vient discuter et créer un pont entre l'opposition et la force vive de la nation congolaise ici dans la diaspora. Donc, il va pouvoir, bien sûr, dialoguer avec vous en aparté. Mais ma dernière question, avant de partir, dites-moi, pourquoi ne ferez-vous pas des primaires au sein de l'opposition, de sortir un seul candidat qui sera le candidat de l'opposition? On le sait que Kabila ne pourra plus se représenter par rapport au travail que vous avez fourni. Merci par rapport à ce travail d'ailleurs. Ce n'est pas merci à vous, merci de l'opposition, l'ensemble de l'opposition. Alors, comment pouvez-vous vous organiser par rapport à ces primaires? Que Dieu vous entende et que les membres de l'opposition vous entendent. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord pour qu'on se choisisse une fille ou un fils entre nous. OK? Et pour que cette personne-là se présente face au poulain de M. Kabila. Même si c'est difficile, il faut le faire parce que c'est seulement si nous nous livrons à cet exercice
que nous arriverons à imposer l'alternance et mieux encore l'alternative crédible au Congo. Nous avons essayé en 2011, nous avons eu des problèmes, mais cette fois-ci, je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour que ça marche. En tout cas, c'est ma démarche à moi. Et que les Congolaises et les Congolais se choisissent une fille ou un enfant ou un fils du pays qui les représentera pour ces élections, parce que les Congos, c'est l'opposition. Le changement vient. Tous les Congolais sont opposants à M. Kabila. Ceux qui sont flatteurs, qui vivent, comme nous disait La Fontaine, aux dépens de celui qui l'écoute, ceux-là, ils sont infimes. Ils ne représentent absolument rien. Et les Congolais, ça a été démontré, parce que les gens ont dit que oui, les Congolais ne sont pas comme les Burkinabés, les Congolais ne sont pas comme les autres peuples africains, mais les Congolais ont démontré que oui, les Congolais, en 59, les 4 champions ont fait quelque chose. Les Congolais, en 92, le 16 février, ont fait quelque chose. Les Congolais, là, ils viennent de démontrer que nous sommes Congolais avec le sens du devoir patriotique. Et c'est pour cela que nous disons que Kabila partira. Qu'il fasse ce qu'il veut, il partira et le Congo va prendre l'élan. Ce que je dis aux Congolais, je crois en Dieu. Et je crois que là, nous avons passé des épreuves. Plus de 55 ans d'épreuves. Et ces épreuves-là, Dieu nous les a fait passer pour qu'on comprenne que ce que je vais vous donner maintenant, la démocratie que je vais vous donner, les dirigeants que je vais vous donner, vous les avez eus avec beaucoup de peine. Et vous devez vous rappeler tout le temps que vous ne pouvez plus faire marche arrière et vous allez de l'avant. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, c'est le décollage du Congo. Les jours heureux arrivent pour ces pays, pour que le destin du Congo, finalement, soit réalisé. Vous connaissez ce destin-là, que Lumumba nous a dit, le Congo sera demain le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Tout entière, l'Afrique tout entière. Je terminerai avec une pique, pardonnez-moi. Alors, Vital Kamerhe, est-il avec vous ou pas? Dans quel sens? Il a signé le contrat de confiance. Son parti a signé le contrat de confiance. Nous travaillons, nous disons ceci. Écoutez, il y a beaucoup de sons de cloches. Il y a voilà, la raison, je l'écrivais l'abcès en fait. Exactement, maintenant, vous savez, moi je vous réponds sincèrement. Et je dis, aujourd'hui, mon problème à moi, Fayoulou, le problème du peuple congolais, c'est que Kabila doit dégager parce qu'il constitue le problème congolais. Ok? Donc, je ne peux pas chercher autre chose d'autre que le départ de M. Kabila. Et je vous dis que le décollage du Congo s'efface parce que le temps qui a été imparti pour apprendre de nos erreurs, pour apprendre de l'expérience, pour comprendre, et tout ça, nous sommes là. Nous sommes là. Et ceux qui sont là aujourd'hui doivent se dire, comme les Américains aujourd'hui, quand ils parlent de Jefferson, quand ils parlent de Washington, je viens là-bas, comment ces gens-là sont honorés. Quand on parle de Martin Luther King, comment ces gens-là sont honorés. Aujourd'hui en Afrique, quand on parle de Mandela, et nous voulons que demain, que le nom de Lumumba encore soit dit, voilà, que les autres, les enfants qui viennent... Ça rayonne. Ça rayonne et ça continue à rayonner, mais pas simplement les noms pour le nom, mais les noms avec la situation sur terrain, matériel, visible. Quand vous allez aux États-Unis, vous voyez ce que sont les États-Unis. Vous voyez partout, j'ai parcouru les villes, Washington, de Washington, je vais à Charlotte, de Charlotte, je vais à Atlanta, Atlanta, je reviens à Washington, Washington, je vais à Philadelphie, Philadelphie, je reviens encore à Washington, Washington, je vais à Miami, Miami, je vais à Chicago, Chicago, Boston, Boston, Dallas. Quelle beauté! Vous parlez bien anglais d'ailleurs, ce que j'ai pu après. Vous êtes un homme, un chef d'entreprise d'ailleurs au départ, vous étiez un chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle vous connaissez en fait cet environnement. Pardonnez-moi de vous couper parce que nous arrivons au terme de notre entretien. La dernière question serait là. C'est une question importante que beaucoup de gens se les posent. Aujourd'hui, si vous venez avoir l'effectivité de pouvoir, pas vous, je parle de l'opposition, comment ferez-vous pour honorer les morts, ces victimes tombées
Oui, mais déjà, de l'imposture kabylienne. nous nous organisons parce que nous avons organisé une messe. Cela ne suffit pas. Non, 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 nous avons, mais ça ne suffit pas. Mais nous devons honorer. Il faudra un monument pour ces gens-là. Il faudra trouver des noms des rues et tout ça. Il faut baptiser les rues des noms de ces gens-là. C'est pour cela qu'il y a un travail des fourmis et la preuve. Christopher Ngoyi a été arrêté. Pourquoi Christopher Ngoyi a été arrêté? Pourquoi? Il faut que nous le disions. Christopher Ngoyi, parce qu'on a failli nous tuer avec lui à Mamayemo. À Mamayemo. On a fait, et d'ailleurs avec l'ami Franck Diongo, qui était là avec moi à Mamayemo, l'ami Pouela, Moleka, l'ami Emery Okunji et Kovo Ingila. Nous étions tous là. Alors, on a enlevé Christopher Ngoyi parce que Christopher Ngoyi était chargé de prendre les noms de tous les morts et les noms des blessés. OK? Et je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là ont su que Christopher Ngoyi avait cette mission-là, parce que les gens nous appelaient et on lui donnait à lui les noms des morts. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est parti avec ces noms-là, et je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont fait avec ces noms-là. Pour terminer vraiment, vous avez les chiffres exacts de ces massacres? Les chiffres de ces massacres, nous avons communiqué, nous avons dit qu'il y a eu plus de 50 morts. Le FIDH donne beaucoup plus. La FIDH donne beaucoup plus parce que la FIDH s'étend sur toute l'étendue de la République. Parce que les manifestations... 147 morts. Voilà. Les manifestations, j'ai vu un des secrétaires généraux de la FIDH, on en a discuté, c'est vrai qu'il donne un chiffre plus élevé, mais le travail maintenant que la FIDH est en train de faire, c'est le travail de documentation. OK? Et c'est pour cela, comme vous le dites si bien, ces martyrs, ces gens qui ont versé le sang pour la démocratie dans notre pays, comme ceux d'ailleurs de 1992, du 16 février 1992. Également de Mukungubila. Aussi, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de Mukungubila. Et ces pauvres gens qui sont en train de se faire tuer comme ça. Et vous ne parlez pas de ceux qui sont en prison. Vous ne parlez pas des jeunes Diomi Ndongala. Qu'est-ce que Diomi Ndongala fait en prison? Merci. Vous ne parlez pas des gens Bertrand Iwanga. Moi, je suis co-coordonnateur de Sauvons la RDC. Vous savez, nous sommes 3 coordonnateurs. Que je suis tous les jours et que je soutiens d'ailleurs. Merci. Jean-Bertrand Iwanga, Christopher Ngoyi et moi-même. 2 sont en prison aujourd'hui. Comment ils sont en prison? Jean-Bertrand Iwanga, nous organisons un meeting populaire en Gilles Sainte-Thérèse le 4 août 2014. Et le 5, il est arrêté. Christopher Ngoyi, nous organisons ces événements de la semaine du 19. OK? Et pendant les événements, le 21, Christopher Ngoyi est arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, voilà, nous vivons avec un régime caporal, un régime qui pourchasse l'opposition, qui veulent amoindrir l'opposition, détruire l'opposition, enfin que leur système perdure. Voilà, nous arrivons, pardonnez-moi, c'est normal. Pratiquement midi ici, et aussi, pardonnez-nous de ces bruits de fond, parce qu'on est en train de préparer l'étable ici au Presse Club, c'est l'endroit réservé, bien entendu, pour les déjeuners de journalistes de Presse Club. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va se retrouver cet après-midi pour continuer en fait ces débats avec la diaspora. Merci à vous en tous les cas. Merci à vous. Merci. Merci. Okay.